Spoilcast, le podcast qui vous spoil les mauvais films. Bonjour, moi c'est Corentin. Bienvenue dans le Spoilcast, l'émission qui vous divulgâche l'envie d'aller voir de mauvais films au cinéma. Le principe, c'est que quand je vais voir un film au cinéma ou sur les plateformes de streaming et que je considère qu'il n'est pas à la hauteur de mes attentes, je vous fais un petit topo de ce qui ne va pas et éventuellement de ce qui va bien. Et plus le film est mauvais, plus je spoil. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous infliger son visionnage, sauf si vous êtes maso. Et si possible, j'essaye de faire ça avec un peu d'humour. Alors, pour l'anecdote, j'ai imaginé le titre du Spoilcast, car je trouvais que c'était un bon jeu de mots en lien avec le thème de l'émission. Mais par acquis de conscience, et aussi de peur d'être invisibilisé sur Internet, parce qu'on sait jamais que l'émission prenne à fond, lol. J'ai vérifié qu'aucun autre podcast ne s'appelait déjà comme ça. Et il se trouve que si. Le Spoilcast, créé par Éloi Baril, un étudiant en cinéma québécois, est une émission de 18 épisodes parue du 21 novembre 2019 au 9 mars 2020. Alors ça faisait en moyenne moins de 5 auditeurs par émission, 23 vues sur YouTube pour un abonné, donc je ne pense pas que je vais léser l'auteur en prenant le même titre. Mais la coïncidence heureuse, c'est que le premier épisode de ce vieux podcast traitait du film Parasite de Bong Joon-ho, et que pour ce nouveau Spoilcast épisode 1, je vais vous parler du dernier film de Bong Joon-ho, Mickey 17. Alors, Mickey 17, ce n'est pas le 17e épisode de Mickey sur Disney+, mais bien l'adaptation à l'écran du livre de science-fiction Mickey 7, écrit par Edward Ashton et paru en 2022. C'est donc réalisé par Bong Joon-ho et c'est sorti le 5 mars 2025 dans les salles belges. C'est produit par la Warner, le directeur photo est Darius Khondji, qui avait déjà travaillé avec Bong Joon-ho sur Okja, et qui avait aussi travaillé sur les films Seven ou Midnight in Paris par exemple. La musique est composée par Jung Jae-il, qui avait composé également pour Okja, et plus récemment pour la série Squid Game. Les actrices principaux et principales sont Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun et Anna Maria Bartolomei. Ça, c'est pour la fiche technique du film. Maintenant, on passe au spoil. Vous êtes prévenus. Si vous voulez passer à la conclusion critique du film tout de suite, passez à la minute 10 et 30 secondes. Le film commence avec un gros plan sur le visage frigorifié de Mickey, interprété par Robert Pattinson, au fond d'une crevasse enneigée, blessé par sa chute et se demandant ce qui va le tuer en premier, le froid ou ses blessures internes. Il regarde le morceau de ciel découpé par la crevasse et aperçoit un vaisseau de son équipage arriver et se poser. Le visage de son meilleur ami Timo, interprété par Steven Yeun, se dessine en contre-jour au-dessus de lui. Mickey espère un peu être sauvé, mais son pote ne sait pas descendre jusqu'au fond de la crevasse. Il récupère juste le lance-flamme de Mickey tombé un peu plus haut et remonte vers son vaisseau. Avant de partir, il demande à Mickey « Dis-moi, ça fait quoi de mourir ?» Alors ça, c'est une question qui va revenir souvent aux oreilles de notre ami Mickey, car Mickey est un remplaçable, ou expendables dans la version originale, c'est-à-dire une personne dont on a scanné l'entièreté du corps et de la mémoire, et que l'on peut réimprimer avec sa mémoire intacte à chaque fois qu'il meurt, en balançant préalablement son cadavre dans une lave d'éléments organiques prêts à être recyclés. Un être humain jetable en soi, un peu comme les étudiants jobistes. C'est d'ailleurs un des aspects critiques sociaux du film, mais j'y reviens. Et comment il en est arrivé là, Mickey ? Il est donc toujours tout seul au fond de sa crevasse à se demander comment il va clamser, après que son pote soit retourné au vaisseau mère. Soudain, il voit arriver d'une grotte, du fond de la crevasse, un énorme insecte velu, croisement entre un mille-pattes et un mammouth laineux, et se rapprocher de lui. La créature insectoïde se place au-dessus de Mickey, sa bouche baveuse et pleine de dents, rappelant également un mille-pattes, se rapproche de son visage, tandis qu'il espère juste mourir vite. Et là, boum, flashback, le film nous amène 4 ans et demi en arrière. Mickey est sur Terre avec son pote Tommy et... je vous spoil pas ça. J'ai dit que plus c'était mauvais, plus je spoilais. L'acte d'exposition, il fonctionne même très bien. Tout est très clair, bien monté. On comprend très bien la chaîne d'événements qui a mené Mickey à partir d'une terre moribonde
pour devenir un humain remplaçable sur une expédition spatiale vers la planète glacée Niflheim. Tout ça avec la voix aiguë, nasillarde, hésitante de Mickey, qui explique les événements qui vont amener cette 17e version de lui-même dans une crevasse extraterrestre, sur le point de se faire bouffer par un cloporte géant et poilu. On a une version raccourcie de la scène d'intro, avec la chute dans la crevasse, Tommy son pote qui le laisse pour mort et l'insecte qui arrive pour le becqueter. Mais ça n'arrive pas. L'insecte matriarche sort une espèce de dard mou de l'arrière de sa carapace et enserre la jambe de Mickey qui est tractée vers le nid des insectes. Il se dit alors qu'il va être donné en pâture au bébé insecte, mais ça n'arrive pas non plus. La masse grouillante d'insectes, emmenée par la matriarche, soulève Mickey jusqu'à une sortie vers la surface de la planète gelée. Et pour moi, c'est là que le film commence un peu à déconner. Premièrement, parce qu'on essaye de nous vendre que Mickey pige pas que les insectes l'ont sauvé, en fait. Il fait genre « Ah, vous me mangez pas, je suis pas de la bonne viande, gna 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 », alors que c'est très clair qu'il est sauvé par les insectes, qui sont donc doués de conscience et de morale. Encore un autre thème social du film. On y revient. Donc, Mickey est sorti de sa crevasse. Il est gelé, il ne sait pas où il est. Mais miracle, Deus ex machina, il y a justement un engin motorisé transportant un gros caillou qui passe près de lui. Il se met dans la remorque et hop, retour à la base. Il sort du camion qui décharge son gros caillou et il titube jusqu'à sa cabine où il s'effondre sur son lit. Et là, surprise, il n'est pas tout seul. Il se retrouve nez à nez avec sa plus récente version, Mickey 18, qui a été imprimée 2 heures plus tôt. Ils sont multiples. Alors là, il y a une petite scène de flashback qui est correcte, où on nous explique vite fait les dilemmes moraux et éthiques de la multiplicité des individus, que c'est interdit et que tous les multiples se verront éradiqués jusqu'au dernier, y inclut l'individu source. Donc grosse galère pour les Mickey qui essayent de s'entretuer. Et c'est Mickey 18 qui prend l'ascendant parce que cette nouvelle version est plus cynique, plus volontaire, plus bagarreuse et revendicatrice que la précédente. Big up à Robert Pattinson en passant, qui s'en sort très bien à l'exercice de la double identité si on peut dire, et qui campe bien les deux personnages, ce qui fait qu'on n'a jamais de doute sur qui est qui, alors que rien ne les différencie physiquement. Retour sur 18, qui essaye de balancer 17 dans la fosse à déchets organiques, mais qui est interrompu par Timo, qui deal de la drogue en Stummelings. Ça rappelle à 18 que la plupart du temps, en fait, il est dans la merde à cause de Timo, et ça lui donne envie de le buter aussi. Il vire en vrai psychopathe, et essaye maintenant de balancer Timo dans la fosse, et est à nouveau interrompu par un type qui semble être le chef militaire de la base. Voilà, les Mickey sont séparés. Et là, le film part vraiment en cacahuète et se perd dans un vaudeville SF digne des productions Netflix. Et ça aurait pu fonctionner si le film avait clairement assumé et définitivement choisi cette voie. Mais on sent que le réalisateur, il hésite et c'est pas exactement où il va. Il veut pas choisir en fait. Donc on a 1 heure de milieu de film avec des situations cocasses et lourdaudes. Dans l'ordre, un dîner avec le politicien raté Kenneth Marshall et sa première dame Ilfa, campé par de très cabotins Mark Ruffalo et Toni Collette. Ce qui moi me faisait bien rire dans la salle, dans la logique du film comique, mais qui pourrait clairement en agacer certains. Ensuite, on a un triangle amoureux dans la chambre où Nasha, la copine de Mickey, est contente d'avoir 2 amants pour expérimenter plein de nouvelles positions sexuelles, suivi d'une tentative de meurtre de Marshall pendant son inauguration de la pierre livrée précédemment. Vous vous souvenez ? C'est la pierre qui avait été livrée avec le camion quand 17 est revenu sur la base. Enfin, Marshall, pendant tout le film, est une caricature de président américain trumpesque et il fait régner l'ordre sur sa petite station spatiale. La pierre symbolise son triomphe et la colonisation soi-disant réussie de Niflheim. Sauf que dans le caillou, il y avait 2 bébés insectoïdes, dont un se fait joyeusement fusiller après avoir simplement touché le visage du grotesque politicien. Le second bébé est capturé, torturé, et élément de scénario sorti mais vraiment de nulle part, le dard du bébé semblerait être un parfait ingrédient pour faire des sauces à bouffer quoi, dont est friande la première dame Ilfa. Lol quoi. Nouveau changement de cap pour le film qui repasse dans la logique SF classique avec la matriarche des insectes, alertée par les cris de son bébé,
qui ameute toute la colonie, qui compte des dizaines de milliers d'individus de toute taille, et qui se rassemblent autour de la base spatiale dans une scène clairement inspirée de Nausicaa de la vallée du vent des studios Ghibli. Les insectes ressemblent à ceux de Nausicaa et se rassemblent de la même manière dans une scène finale où un bébé est torturé par des méchants en guise d'appât pour rameuter la mer. Bon, je vous spoil pas la fin du film non plus, qui est correcte mais un peu attendue. Alors, vous avez compris, le gros problème du film, c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction il va. Entre le film de SF inspiré et le vaudeville spatial, son cœur balance et ne trouve pas le bon équilibre. Et c'est à la limite de se déstructurer complètement. Ça tient quand même jusqu'au bout, mais en zappant au passage plein de thématiques qui auraient pu ou qui auraient dû être mieux exploitées. J'en reviens donc aux différentes critiques sociales, comme le caractère jetable de la classe ouvrière au profit des plus riches, ou le respect des espèces animales. Ou bien la réflexion philosophique d'une seule âme dans de multiples individus, l'éthique et la morale sous-jacente. Mais toutes ces thématiques sont sacrifiées sur l'autel de l'humour potache et le rocambolesque. Sinon, en plus de la très bonne première demi-heure d'exposition, le film est joli, beau décor et bons effets spéciaux. Robert Pattinson est super dans ses deux rôles et je suis pas déçu de l'avoir vu. Mais je suis allé le voir avec un autre ami cinéphile le 9 mars, c'était 4 jours après la sortie. Et on s'est un peu regardé à la fin, genre, c'était pas mal, mais bon, c'était intéressant. Enfin, on sentait bien qu'on venait pas de voir le film de l'année, alors qu'on avait de grosses attentes. Faut dire qu'après Parasite, Bong Joon-ho avait fort à faire pour arriver au niveau de son chef-d'œuvre absolu, quoi. Et c'est malheureusement pas un succès. Donc, si je devais résumer le film en 2 mots, ce serait pas ouf. Voilà. Ce sera peut-être un des scores du système de notation de l'émission d'ailleurs, je dois encore y réfléchir, mais du coup vous pouvez retenir ça, pas ouf. Je vous déconseille pas Mickey 17, mais bon, si vous deviez voir un seul film de Bong Joon-ho, eh bien clairement, je vous recommande d'aller voir Parasite si c'est pas encore fait. Voilà, c'était Corentin pour la critique spoil de Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho. N'hésitez pas à liker, partager ou laisser un petit commentaire sur le podcast. Et à bientôt j'espère pour un nouvel épisode du Spoilcast.